Et bonjour tout le monde, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude. En effet, celle-ci contient du spoil sur de nombreux opus Zelda, notamment le dernier en date, mais également sur la saison 1 de Wakfu. Vous êtes donc avertis. Je tiens aussi à préciser que cette vidéo n'est qu'une exposition de mon avis et rien de plus. Si je serais ravie de débattre avec vous en commentaire, j'apprécierais que les échanges restent courtois pour que ce soit agréable pour tout le monde. Sur ce, bonne vidéo! Depuis quelques années, la saga Zelda vit une nouvelle ère, avec des codes et des gameplays bien différents de ce que nous avions par le passé. Enfin, en ce qui concerne les plus gros opus. Cette vidéo étant postée avant la sortie d'Echo of Wisdom, jeu s'apprêtant à changer la donne pour les petits Zelda, je tenais à rendre hommage aux jeux précédents qui ont lancé cette ode à la nouveauté. Et quel hommage, puisque j'ai détesté le dernier jeu sorti, ce très cher Tears of the Kingdom. Commençons par mettre un peu de contexte. Il faut savoir que The Legend of Zelda est la licence phare de ma vie. Je suis ce que j'aime appeler une touche à tout, du genre à tout essayer pour voir, par curiosité, si j'aime ou non, sans spécialement me passionner pour le sujet. Zelda est ma toute première passion, d'autant qu'elle en a lancé d'autres à sa suite. Forcément, ma passion pour le jeu vidéo, mais aussi mon amour de la fantasy, de la musique, du dessin, et même mon soudain engouement pour les amiibo. Ça peut paraître idiot à dire, mais en fait, The Legend of Zelda a permis à la petite moi de façonner les bases de son identité. Que ce soit ma vision de l'amitié, de la loyauté, ou même du don de soi. Alors forcément, cette saga me tient particulièrement à cœur, j'ai grandi et évolué avec elle. Si je n'ai rien contre le changement, j'ai du mal avec la déception. Bon déjà, comment parler de Tears of the Kingdom sans aborder Breath of the Wild? Pour le coup, j'ai pas grand chose d'innovant à en dire. Il est beaucoup trop vide, mais il a pu bénéficier de l'effet de surprise. De base, il n'y avait pas grand chose à voir, mais j'ai quand même été tout voir. L'appel à la découverte de ce jeu était très efficace, et il apportait de nouvelles mécaniques que j'appréciais. Les chevaux, les tenues, les différentes armes, le relationnel entre les personnages, mais également l'avancée de la quête principale. Qu'on soit clair, tout jeu à monde ouvert confondu qui n'a pas un scénario linéaire ne me plaît pas. Pour moi, une bonne histoire se doit d'être progressive, et certainement pas hachurée et répétitive. Et Breath of the Wild avait plutôt bien géré les choses. Les quêtes de chaque région faisaient écho au problème principal, mais restaient concentrées sur la problématique régionale. Chaque village était agréable à découvrir, et chaque acolyte était attachant et intéressant à sa manière. Et la difficulté était pour moi bien équilibrée. Non mais sérieux, cette ombre de foudre, elle nous a tous rendus fous! On a pratiquement tous abandonné notre premier essai pour aller se renforcer et revenir plus tard. Et si le boss final est un peu trop facilité par la présence des bêtes divines, il est tout de même visuellement impressionnant et plutôt prenant à réaliser. Mais voilà, si Breath of the Wild n'a pas coché toutes les cases d'un bon Zelda, Tears of the Kingdom en a coché encore moins. Je vais essayer de relever les problèmes en suivant la chronologie du jeu. Déjà, pourquoi nous raconter toute l'histoire dès le début? Oui, je parle bien de cette fresque dans les souterrains du château. Pourquoi la mettre à ce moment, alors que le principe même des cinématiques du jeu est de raconter ce qu'il se passe dans la fresque? Comment voulez-vous que je m'attache un minimum à Sonia quand je sais qu'elle va mourir? Ça casse totalement la vision du personnage, sa mort devient juste évidente, et pas spécialement impactante. De plus, vu que les cinématiques reposent uniquement sur les souvenirs de Zelda, Raoru, Sonia et Mineru ne sont pas suffisamment développés. Voir Raoru s'énerver face à la mort de sa femme, alors que nous on le connaît juste calme et sage, ça lui fait juste perdre de sa superbe, parce que son personnage manque cruellement de développement émotionnel. Et les machins masqués, je veux même pas en parler. Vous mettiez des pantins à la place, c'était pareil. Quoique si, tiens, on va en parler. Enfin, surtout des moments où on les voit. Vous vous souvenez quand j'ai dit que, pour moi, un bon scénario doit être linéaire et évolutif pour être bon? Bah vu que dans Tears of the Kingdom c'est pas le cas, bah on se tape 4 fois la même cinématique. 4 fois! Bah oui, c'est plus compliqué d'appliquer une chronologie quand le joueur peut aller où il veut, quand il veut. Donc les quêtes régionales se retrouvent beaucoup plus fades et bien moins construites.
Quand la quête repose en quelque sorte sur le relationnel entre personnages, ça peut encore aller. Mais quand c'est juste « moi je suis gentil et je dois battre le méchant », bah c'est juste inintéressant. Mais s'il y avait que la fresque et les cinématiques répétitives, ça irait peut-être. Mais non. On a dit pas de chronologie, donc chronologie, il n'y a pas. Si vous avancez sur une quête plutôt scénaristique dans la zone C, puis que vous allez dans la zone A pour avancer sur cette même quête, Link aura oublié ce qu'il a appris dans la zone C. Ah, la quête de la fausse Zelda, ou comment avoir l'impression de jouer un simple pion. On a compris à tel endroit qu'il y a une fausse Zelda ? Ah ouais, mais dans la zone là-bas, on doit pas le savoir. Oh bah tant pis, allez, ça passe. Du coup, ça devient très frustrant de voir des personnages courir après cette marionnette en pensant que c'est la princesse, alors que le jeu nous a dit à nous joueurs que c'était pas Zelda. C'était si compliqué de ne pas nous donner la réponse avant la fin de la quête. Même si le joueur s'en doute, au moins le jeu se tire pas une balle dans le pied tout seul. Mais bon. De toute façon, c'est difficile dans ce jeu de pas se douter des choses. Je sais pas pour vous, mais pour moi, Tears of the Kingdom était terriblement prévisible. De base, quand j'ai joué, j'ai pas spécialement calculé la fresque. Je sortais d'un bon mois de partiel, je voulais juste jouer et me détendre. Donc les spoils de la fresque, je les ai pas subis. Cependant, j'ai su que Sonia allait mourir à ce moment-là. Oui, ce moment précis. Pourquoi ? Parce que Sonia est l'archétype du personnage gentil et attachant qui va certainement disparaître violemment, ce qui explique pourquoi elle est adorable dès son apparition. Vous me croyez pas ? Bah comparez-la à Raoru. Il est tout aussi gentil, mais c'est beaucoup moins mis en avant, vu que sa mort est moins tragique et qu'il est encore un peu vivant au début du jeu. Quand je vous dis que le scénario de Tears of the Kingdom n'est pas bon, vous n'êtes pas convaincu ? D'accord. Une princesse blonde, aux yeux verts et à la peau claire, a disparu. Qu'est-ce qui a pop soudainement dans le ciel et qui a une crinière blonde, des yeux verts et une peau claire ? De base, je l'avais deviné. Mais avec la cinématique expliquant le rite draconique, cinématique qui est quand même au début, c'était juste totalement sûr. Et je tiens à préciser que j'ai même pas eu besoin de monter dessus, je l'ai simplement observé de loin. On continue sur le scénar prévisible ? Allez. Si Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ont réinventé la saga Zelda, il y a un point qu'ils n'ont pas touché, le lien entre Zelda et Elia. Que Skyward Sword soit canon ou pas dans cet univers, on a bien un pouvoir qui se transmet de mère en fille, donc par le sang. Et vous allez me dire que Zelda Dragono, elle allait rester Dragono ? Alors qu'elle a pas eu de descendance ? Après, un jeu où la famille royale est dorénavant dragonesque, moi ça me va, hein, mais c'était quand même mal parti pour arriver. Donc évidemment que Zelda allait retrouver sa forme humaine. Mais du coup, comment tu veux être impacté par son sacrifice ? Elle a passé 10 000 ans sous forme de dragon, oui, mais pour renforcer l'épée de légende et revenir à son époque. Je vous l'accorde, c'est pas les millénaires les plus intéressants qui soient. Mais niveau sacrifice, même des dessins animés visant techniquement les enfants font mieux. Je reviendrai sur le scénario plus tard pour vous parler de ce qui m'a vraiment fendu le cœur. Passons maintenant au gameplay. Bon, ça n'engage que moi. J'aimais déjà pas le destrier de légende dans le DLC de Breath of the Wild, donc j'aime pas pouvoir construire tout et n'importe quoi avec les artefacts Sonao. Si la technologie a toujours fait partie intégrante des jeux Zelda, elle était soit purement mécanique, soit plutôt magique, mais toujours de façon à enrichir le scénario. Là, les artefacts permettent juste au joueur de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, et de littéralement rouler sur le jeu. Je vais pas trop m'étendre sur le sujet, d'autres l'ont fait bien mieux que moi, et de toute façon, c'est la principale critique de Tears of the Kingdom, beaucoup trop de liberté. Et pourtant, malgré toutes ces libertés, le monde reste terriblement vide. Oui, je sais qu'à côté de Breath of the Wild, il n'y a pas photo, mais justement, Breath of the Wild était critiqué pour son vide. Tears of the Kingdom aurait dû totalement le combler. Mais non. Si déjà on a toujours des zones où il n'y a rien de spécial, avec quelques grottes par-ci par-là, on a en plus des îles célestes où il n'y a pas grand-chose, et des profondeurs immenses où il y a encore moins de choses. On parle quand même d'un monde post-apocalyptique qui n'est plus, techniquement, menacé. Les gens vivaient pas à cause des gardiens à la base. Ganondorf, tant qu'on l'embête pas, il fait rien. Et à part un fort de guet, des tours d'observation et une école, on n'a rien eu de neuf.
en 6 ou 7 ans. Alors ne vous énervez pas, mes amis du BTP. Je sais que nos chers Iliens n'ont pas chômé, mais il y avait quand même plus urgent, non? Comme, je sais pas, reconstruire la citadelle peut-être? Sérieux, après y avoir traîné des heures, je rêvais de voir le château et la citadelle rebâtis. On a si rarement le droit de se promener dans un château en bon état dans les Zelda. C'est toujours blindé de monstres. Et tiens, parlons-en des monstres. Dans Breath of the Wild, on a relevé un vestiaire trop pauvre. Donc Nintendo, plutôt que rajouter de simples monstres comme demandé, ils ont rajouté des boss. C'est vrai que pour combler l'absence des gardiens, fallait bien rajouter des Golémax, des Gigatraciens, des mains de miasme, des fantômes de Ganondorf et des Griocs. Et vous savez le pire? C'est que ces monstres sont tous plus galères à affronter que les vrais boss du jeu. Vous vous souvenez de l'ombre de foudre qui nous donnait du fil à retordre? Bah écoutez, apparemment c'était trop difficile à supporter pour les développeurs, donc ils ont drastiquement baissé la difficulté des boss. Non mais sérieux, il y en a un, c'est juste un mollusque dans la boue. Et il est même réutilisé ailleurs dans le jeu. Un boss de la quête principale, hein. Dans Skyward Sword au moins, c'était obligatoire et logique. Et rajouter des monstres insupportables, c'était pas suffisant. Non, il a fallu aussi dézinguer des monstres géniaux. Un peu de contexte. Mis à part ma frayeur, quand j'ai commencé à jouer à Twilight Princess, j'ai toujours adoré le côté horrifique des jeux Zelda. Franchement, je crois bien être la seule à m'être fendu la poire devant ce truc. Mais vraiment. Oh, ça bouge, c'est rigolo. Ah, c'est moche, c'est rigolo. Ah bah il est mort. C'était rigolo. D'autant plus que ces phases d'horreur enrichissaient énormément le lore. Après tout, nous étions bien face à des morts vivants. Mais en plus de s'en mêler les pinceaux dans les noms, ils ont transformé mes monstres favoris en papillons. Excusez-moi, j'ai besoin de répéter. En papillons! Je vous jure, j'ai failli rage quit quand j'ai vu ça tellement j'étais outrée. Surtout que la phase du jeu où ils apparaissent est cool à la base. Sérieux, il y a le Seigneur du Mal qui revient à la vie. En quoi c'est difficile de mettre sur le tapis des morts vivants? Les jeux sont tous les deux Peggy 12 en plus. Bon, petit point positif, j'ai adoré retrouver les like-like. Et les trogloblins m'ont bien fait flipper au début. Mais ça n'excuse rien. Cet opus nous a tout de même fait le plaisir de nous remettre des donjons. Concept phare de la série à la base. Et bah quel donjon! Déjà il y en a deux sur des plateformes sur lesquelles il faut pioupiouter de droite à gauche. Celui-là, tout se ressemble tellement que j'ai eu l'impression de me retrouver dans une créature divine. Et celui-ci, il avait tout pour être cool, mais il est beaucoup trop court. Batik est gagnant, hein? On a donc un monde vide, des personnages fades et une histoire creuse. Est-ce qu'on a fait le tour? Eh bien non. Ce jeu a fait bien pire. Il a détruit mon héros. Déjà, dans Breath of the Wild, le côté vide de Link me dérangeait. Mais il avait perdu la mémoire. Il devait remplir une importante mission sans même se souvenir de lui-même. Alors forcément, laisser éclater au grand jour sa personnalité n'était pas vraiment au programme. Mais 6 ou 7 ans plus tard, après avoir retrouvé ses souvenirs, après avoir retrouvé un semblant de vie, des amis et une place dans ce monde, comment Link peut-il rester si creux? D'autant qu'on a bien vu dans les souvenirs de Breath of the Wild et dans l'ère du fléau que Link est tout aussi original que les autres. Il est habile, attentif, courageux, protecteur, attentionné, gêné, pas toujours très fut-fut, gourmand, patient, et j'en passe. Pourquoi est-il si vide dans Tears of the Kingdom? On voit bien dans les différents opus qu'un Link expressif ne gêne en rien le gameplay. Alors pourquoi en faire une coquille vide? Vous ne voyez pas où je veux en venir? Alors laissez-moi vous raconter le jour où ce Link si vide de sens m'a brisé le cœur. L'histoire un peu légère de Breath of the Wild m'avait laissé sur ma faim. J'attendais donc avec impatience de découvrir l'histoire de Tears of the Kingdom, et je me suis jetée sur la collecte des larmes de dragon. Je découvre donc chaque souvenir, comme toujours l'a fait, veillant à les récolter dans l'ordre, avant d'arriver à la dernière larme, le souvenir qui fera comprendre à Link ce qu'est devenu Zelda, après tout ce temps qu'il a passé à la chercher dans tout le royaume. Afin de restaurer et fortifier l'épée de notre héros, Zelda a fait le choix de sacrifier sa vie, ses rêves, ses projets, les moments avec ceux qu'elle aime, toute son humanité, dans le seul but de permettre à Link de vaincre le mal. Elle s'est condamnée à errer à jamais dans le ciel, sans plus aucune raison de vivre, autre que celle d'éradiquer le malin. Et Link, en apprenant ça, ne fait strictement rien d'autre
que continuer sa quête. Rien. Pas un regard. Pas un instant de vague où il se perd dans ses pensées. Pas une émotion sur son visage. Juste rien. Même une fois sur le dos du dragon, Link fait juste ce qu'on lui a demandé. Faire tout pour vaincre Ganondorf. Bien sûr, le bien-être du monde l'emporte sur le sien. Mais qu'est-ce que ça aurait coûté de lui donner quelques secondes de réflexion, de compréhension et d'empathie? Lui et Zelda vivent ensemble depuis plusieurs années. Et sans forcément parler de romance, ne sont-ils pas devenus sincèrement amis? N'est-ce pas ce que nous voyons dans leurs gestes au début du jeu? N'est-ce pas de l'affection que Link éprouve lorsqu'il s'élance pour rattraper Zelda à la fin? Alors pourquoi ne ressent-il rien face à l'immense sacrifice de Zelda? Ce moment a lentement fendu mon cœur en deux, si bien que j'ai senti une larme couler le long de ma joue. J'étais tellement déçue de voir le héros qui a bercé mes rêves d'enfant devenir un simple pion dans un jeu si creux que je n'ai jamais retrouvé la force de relancer ma partie. C'est pour cela que, en ce début de mois de septembre, je vous propose cette vidéo pour vous partager mon ressenti sur le jeu, mais aussi pour que vous puissiez comprendre et mes craintes et mes espoirs pour le prochain opus que nous verrons sortir, Echo of Wisdom. De ce que j'ai vu, ce jeu a l'air vraiment prometteur, et en même temps, il semble vouloir revisiter la formule des petits Zelda. Revisite qui jusqu'à présent n'a pas été un franc succès. Aujourd'hui, je l'avoue, je m'inquiète de l'avenir de The Legend of Zelda. Je ne pensais pas qu'un mauvais opus pourrait autant me contrarier. Alors je stresse en me disant à la fois « jamais 203 » et « la troisième sera la bonne ». En attendant, je rejoue à des Zelda plus anciens. Je lis et relis les livres de la saga. Et j'écris des théories sur son lore si diversifié. Parce qu'après tout, avant de m'intéresser, de m'occuper ou de me passionner, The Legend of Zelda m'a permis de rêver bien plus que je ne pouvais l'imaginer. Et pour ça, quoi qu'il arrive, elle restera à jamais ma licence préférée.